sortir de l'ère des héros. Si vous ne me connaissez pas, hein, Jean-Pierre Lambert, alors rapidement, juste, il y a quelques liens. Alors, vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous ne me trouvez pas sur Twitter, je l'ai mis, J-Pierre Lambert. Vous pouvez aussi me solliciter. Moi, je suis coach agile et qualité indépendant. Vous pouvez aller sur jp-lambert.com pour voir comment travailler ensemble. Mais surtout, surtout, je suis le créateur de Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Et voilà, et c'est peut-être le plus gros message que je vous passerai en ce début de conférence. Si vous connaissez, bravo, bravo, et continuez de regarder et de mettre des pouces et tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas, allez voir, allez sur notre chaîne YouTube ou allez sur scrumlife.tv, regardez quelques vidéos. Je pense que vous apprécierez. Si vous regardez une conf comme Frugagile, ça devrait vous parler, vous en tirez beaucoup de valeur. Et puis devenez un fan. Voilà. Alors maintenant, on va commencer effectivement avec la conférence elle-même. Donc, j'ai mentionné dans le titre l'ère des héros. Alors, il faut donc répondre à ça. Qu'est-ce que c'est que l'ère des héros? L'ère des héros, c'est une situation un petit peu particulière. On est généralement dans une organisation qu'on pourrait dire qui est chaotique, quoi. Ça part dans tous les sens. Les processus ne sont pas forcément carrés, ou alors ils sont peut-être un peu trop carrés, ils ne sont pas respectés. Enfin, bref, voilà. C'est le chaos. Ça va dans tous les sens. Et malgré tout, malgré ça, ce qui est assez étonnant finalement, assez surprenant, c'est pourtant ça tourne, ça fonctionne, ça avance, il se passe des choses et même, on pourrait même dire que, potentiellement, le ou les projets, le ou les produits, sont quand même une réussite malgré tout. Donc c'est assez surprenant, comment ça se fait que ça part dans tous les sens et pourtant ça fonctionne, voire, c'est une réussite. Donc vous, vous en doutez, c'est dans le titre, c'est bien parce qu'il y a ces héros. Ça va être le thème, hein, l'ère des héros, parce qu'on a ces héros justement qui font que malgré que ce soit le chaos, ça fonctionne quand même, à peu près. Donc on va évidemment se poser la question, qu'est-ce que sont ces héros qui définissent du coup cette situation? Et pour ça, je vous propose de faire le tour un peu, on va faire une galerie de portraits de héros. On va commencer par un premier héros, donc, voilà, qui est un développeur logiciel, hein. Lui, son quotidien, c'est potentiellement, on va le voir, on lui donne un post-it, on lui dit: «Tiens, il faut faire ça». Voilà, et c'est littéralement, exactement l'intégralité des informations qu'il a à sa disposition. Voilà, là, je vous ai mis un post-it, genre voilà, sur le post-it, il y a écrit littéralement intégration CRM. Bon courage pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce que ça doit faire, quels sont les enjeux, les risques, pour qui, comment. Si vous savez un peu ce que c'est qu'un CRM, il y a quand même tout un tas d'enjeux de c'est quoi les données qu'on manipule, où est-ce qu'on les met, etc. Donc énormément de choses. Et ce développeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre, ce post-it, il va le gérer, il va le porter du début jusqu'à la fin. OK, pas de souci, il manque plein d'informations. Il va faire le tour de la boîte, littéralement le tour de la boîte pour attraper les informations, comprendre les choses, et cetera, aller jusqu'au bout et il va y arriver. Voilà, comme je le disais, organisation chaotique et pourtant ça tourne. À la fin, il y arrive, il a fait le truc, ça tourne, ça fait le taf, ça fait rentrer de l'argent. Heu, voilà, c'est un héros, bravo à lui. On lui a donné pas grand-chose, il a fait tout le taf, il a réussi. Un autre exemple, donc ça pourrait être cette fois le testeur. Le testeur, qui est dans l'équipe, hein, concrètement, ces journées, notamment quand on arrive plutôt en phase où on aimerait atterrir, comme on aime bien dire, hein, on aimerait livrer, sortir au client. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, ces journées? Pour l'essentiel, il les passe à tourner la non-régression du produit à la main. Voilà, il teste tout, encore, encore et toujours. Il fait ça chaque jour, parce qu'effectivement, il fait ça jusqu'à pas d'heure et puis, il trouve des bugs, il trouve des problèmes, donc il les note, il les enregistre et puis le lendemain, sa matinée, c'est harceler les développeurs pour qu'ils les prennent, pour qu'ils les investiguent, pour qu'ils les débuggent, et cetera. Puis après, c'est reparti pour un tour. On refait la non-régression sur la nouvelle version, et cetera, jusqu'au bout. Voilà, et le pire, quelque part, c'est quand il y a le manager, celui qui gère le projet, qui va le voir et qui lui dit c'est bon, on peut livrer, il n'y a aucun bug. Et il lui dit d'une manière qui est
qui est très ambigu. Enfin, en fait, en gros, il lui dit genre, «Est-ce que tu es prêt à mettre ton job, quoi, en risque? Genre, est-ce que tu me dis que c'est bon, quoi? Est-ce qu'on y va? Et c'est toi qui me le dis si c'est bon. Évidemment, si c'est pas, bah, si après on découvrirait un problème, ça sera ta faute». Et cette phrase, elle est complètement fausse déjà, bah, parce que si vous connaissez le métier, on ne peut pas réellement savoir, à moins d'être dans certains développements pour les systèmes critiques. On ne sait pas qu'il y a pas de bug. On sait ce qu'on a testé. On ne sait pas ce qu'on n'a pas testé. Donc on pourrait lui demander quel est son indice de confiance, mais on ne peut pas lui demander est-ce qu'il y a aucun bug. Bref. Et donc ce testeur, effectivement, cette équipe, ce projet, va réussir à sortir des releases qui marchent à peu près, qui font le taf, qui n'ont pas de problème critique et qui avancent. Mais à quel prix? Bah, en tout cas, le testeur, il y passe ses journées, ses nuits. Il est détesté de tout le monde, hein, parce que les développeurs, là, il est vraiment dans une posture de le méchant qui fouette. Mais voilà, il porte le projet à bout de bras, hein. Un autre exemple, ça pourrait être le tech lead. Voilà, le tech lead qui est là, qui est un peu le référent sur les aspects justement techniques d'une équipe de développeurs et qui encadre un peu tout le monde et qui prend vraiment cette responsabilité à cœur, hein. Tous les changements sur le produit doivent passer par lui. Il vérifie le code, il vérifie que c'est bon et il ne se contente pas de pointer du doigt. Après, il va aller les voir, il leur dit: «Ah là, tu vois, tu as fait ça, c'est pas idéal, on peut faire comme ça, le code, il sera plus pérenne» et cetera. Et parfois ou régulièrement, on lui répond: «Ça va, c'est bon, lâche-moi, ça fait le taf là, le code, il marche. C'est bon, pourquoi tu m'embêtes faire le code propre?» Je sais pas. «Le code, il marche, c'est bon». «Ah, c'est pas possible, quoi». Donc très dur à vivre pour lui. Et en fait, très souvent, au final, ce que tout le monde fait, ben, il refait tout. Parce qu'à chaque fois, il se retrouve avec des choses qui ne sont pas au niveau d'exigence qu'il estime nécessaire. Donc il refait. Et finalement, dans le code, il y a que son code, finalement, parce qu'à chaque fois, il refait tout. Et le pire dans l'histoire, c'est que on a l'impression que les faits lui donnent raison. Parce que quand il part en vacances, quand il revient, c'est Bagdad, et oui, il y a plus rien qui marche. Il était plus là. Les gars, ils ont pris, ils ont changé ce qu'ils voulaient, ils le mettaient, ils le changeaient directement. Du coup, il y a des bugs partout. Il y a plus rien qui marche. Donc il a raison. Il a raison que de centraliser tout à son niveau, de s'assurer que rien ne passe, tout doit être nickel et donc de tout refaire pour que ça soit à ce niveau d'exigence-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est pas pour autant que ça lui plaît. Voilà, encore un héros qui porte le projet, qui porte le produit. Ça marche grâce à lui. Un autre exemple, l'administrateur système, voilà, l'Ops, la personne qui va gérer les serveurs, les maintenir, et cetera. Et en fait, plus précisément, on pourrait dire qu'il tient les serveurs à bout de bras, en fait. Qui est une activité que pas grand monde, voire personne dans l'entreprise ne visualise, en fait. Il fait des trucs, on les voit pas, en fait, tant que les serveurs, ils marchent. C'est ça le problème, d'ailleurs. Le seul moment où on voit son travail, c'est quand il y a un problème qu'il n'a pas réussi à gérer. Et là, par contre, il y a pas de souci. Là, on le convoque dans une réunion avec tous les grands patrons et on lui demande des comptes. Mais comment ça, la prod, elle est tombée? Mais c'est inacceptable. Alors que, concrètement, la prod en question, elle est trouée de partout, et c'est pas vraiment de sa faute. Lui, justement, il passe son temps à mettre des rustines partout. C'est plutôt incroyable que ça tienne autant jusque-là. Il n'a pas les moyens de faire bien le travail. Alors évidemment, je ne vous parle pas de toutes les astreintes officieuses qu'il fait, hein, personne n'est au courant, et même souvent assez spontané, hein, voilà, il part en vacances, il prend son ordinateur et c'est normal pour lui, c'est sa responsabilité. Et il porte ça jusqu'au bout. Un autre héros. On va changer de registre, on va parler du Scrum Master. Du Scrum Master qui porte à bout de bras, cette fois pas les serveurs, mais son équipe. Voilà, il force son équipe en permanence à se rappeler, c'est quoi le definition of done? Est-ce que ça on l'a fait? Est-ce que ça on l'a fait? Est-ce que ça on l'a fait? Vous avez fait la doc? Oui, vous avez bien testé, et cetera. Voilà, bah, parfois, ce qu'on lui répond, c'est qu'il nous embête en fait plus qu'autre chose, hein. C'est: «Ouais, on a testé là, tu as testé le truc avant de le pousser?» «C'est bon, on s'en fiche, j'ai fait le code, ça passe, ça marche quoi». Alors lui, il aime bien s'appeler comme étant la bonne conscience de l'équipe, hein, mais pour lui, c'est surtout, très usant d'avoir cette équipe qui
qui bouge pas et qui s'en fiche et effectivement, il finit par, tester lui-même, parfois même, mettre des éléments de configuration, voilà, à terminer le travail quelque part et de ses propres mots, «Si je ne le fais pas, personne ne le fait, donc il faut bien que je le fasse» et un peu comme le tech lead, hein, quand il part en vacances, et qu'il revient, il y a plus rien qui tourne rond, il y a plus aucun process respecté, l'équipe fait n'importe quoi, voilà, il porte son équipe à bout de bras. Évidemment, c'est frustrant aussi pour lui. Toi, on va prendre un contexte un peu différent. On va parler d'un consultant agile, voilà, qui est venu pour aider à mener une transformation. On va travailler un peu autrement. On va mettre tel framework, telle méthode, telle pratique, etc., etc. Et puis, voilà, quoi, au bout d'un quelques mois, voire 6 mois, un an, normalement, c'est bon. Vous pouvez y aller, je peux m'en aller. Et en fait, non, là, il y a le responsable de la mission qui, à chaque fois, le ramène. Il dit: «Non, non, non, on a encore besoin de toi, là. Là, les équipes, elles sont pas encore autonomes. Elles savent pas animer un daily. Il faut que tu sois là, il faut que tu viennes, il faut que tu nous montres. On n'y est pas encore. Tu peux pas encore nous lâcher. On a besoin de toi.» Ouais, il a mis des trucs en place, mais maintenant, il faut qu'il continue de les porter, quoi. On est encore sur du héros. Et puis, le dernier exemple que je voudrais vous partager, cette fois, c'est un peu la contrepartie, un consultant aussi, mais vraiment orienté plutôt technique. Voilà, qui arrive, il y a une grosse problématique technique à gérer, une réarchitecture à faire, et cetera. Donc pareil, normalement, ils viennent pour une mission qui se compte en quelques mois, maximum 6 mois. Hop, 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 ils ont réfléchi, ils ont défini la meilleure architecture, ils ont mis ça en place, ils ont mis les outils, tout ce qu'il fallait. Et après, il y a une passation aux équipes et là, pareil, c'est le responsable qui vient les chercher et qui leur dit toujours: «Non, non, 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 mais vous pouvez pas partir encore là. Il faut que vous restiez encore un mois ou 2. C'est le temps qu'on s'approprie votre solution, c'est pas vous le problème, hein, c'est nous là. Les équipes, elles sont trop nulles, elles n'arrivent pas à prendre en main votre truc, mais vraiment, c'est nous le problème, c'est pas vous. Restez s'il vous plaît là, faites tourner le truc, le temps qu'on se l'approprie.» Là encore, bien malgré eux, ils se retrouvent voilà, entre le marteau et l'enclume. Ils sont les héros. Ils portent ce projet, alors que ça ne devrait plus être leur cas, et ils portent tout, quoi. Alors, si on essaie de redéfinir un peu, de requalifier, qu'est-ce qui regroupe tous ces héros? Tout d'abord, ce sont évidemment généralement des personnes qui sont quand même plutôt douées. Voilà, elles prennent quelque chose et elles arrivent à le faire. On peut parler de pompiers, hein, c'est généralement ça. Il y a des choses graves, il y a des incendies, il y a des feux à éteindre et ils sont là, ils éteignent les feux. C'est généralement des personnes qui sont proactives. Il y a un problème, il y a un sujet, OK, je fais ce qu'il y a à faire, on y va, on y va, on n'attend pas que ce soit la fin du monde, on fait ce qu'il y a à faire. C'est des personnes qui sont fiables, hein, en général, hein. Quand ils prennent un problème, et qu'ils le gèrent, ils le gèrent vraiment. Parfois, ils se retrouvent même à gérer les problèmes des autres. Ils s'arrêtent pas juste à leur périmètre, il y a d'autres trucs à côté qui marchent pas, faut les faire. Bon, hop, je les prends, au moins ce sera géré, on n'en parlera plus, quoi. Ils se retrouvent à être indispensables pour plein de raisons différentes, on en arrive là, mais c'est un fait. Ces héros sont indispensables et conséquence directe, généralement, ils n'ont pas de vacances ou pas vraiment, soit ils en prennent pas, soit on ne leur laisse pas en prendre, soit ils n'en prennent pas d'eux-mêmes, ou quand ils en prennent, c'est des fausses vacances, ils sont encore sur le qui-vive et cetera, quoi. Et une analogie pour représenter ça, évidemment, c'est Atlas, hein, ce titan qui avait été, condamné à porter la voûte céleste et qui est coincé à porter le monde sur ses épaules, quoi. Alors on parle de héros, une analogie assez courante, hein, ça va être le pompier justement, qui arrive, encore une fois, il y a le feu, il arrive, il éteint le feu. Ça d'ailleurs, c'est même, des expressions qu'on retrouve, hein, dans certaines organisations, hein, pour qualifier ces personnes qui vont éteindre, des choses graves qui arrivent, voilà, là, il faut faire le pompier. C'est l'expression qui est utilisée. On peut parler aussi donc des héros amenés vers les super-héros, qui est quand même un thème qui est très, très, très à la mode depuis quelques années. Il y a je ne sais pas combien de films qui sortent tous les ans, et puis je ne sais pas combien de séries aussi qui sortent. C'est devenu vraiment, c'est devenu standard maintenant, il y a des super-héros dans tous les sens et on retrouve globalement, en tout cas, il y a cette idée-là, les super-héros,
c'est des gens qui sauvent le monde, qui éteignent le feu, etc. Mais parfois, c'est pas toujours ça. Si on reprend l'analogie du pompier, il y a le pompier qui sauve, qui sauve le monde et il y a le pompier pyromane. Et dans l'analogie des super-héros, on va retrouver ça. Il y a un certain nombre de franchises qui s'amusent à aller un peu sur du fait que les super-héros ne sont pas non plus tout blancs. Et il y a même certaines franchises, dont notamment The Boys, qui là vont carrément au bout de l'approche. Ils nous disent clairement, non mais en fait, dans cet univers, les super-héros sont souvent un peu les super méchants et très souvent, les problèmes qu'ils corrigent, ils en sont parfois ou souvent à l'origine, en fait. Et je reviens du coup sur cette analogie du pompier pyromane. Souvent, quand on est dans une organisation avec ces héros-là, c'est pas évident de voir la part des choses entre le héros qui se retrouve bien malgré lui à effectivement éteindre des incendies, gérer tout ça et ben, c'est pas forcément toujours agréable à vivre parce qu'il est indispensable, il peut plus prendre de vacances, etc. Et le héros qui parfois, sans aller jusqu'à dire qu'il crée la situation, en tout cas, il l'entretient parce que potentiellement, ça lui va. Potentiellement, c'est pas. Parfois, c'est des positions un peu enviables. On a certaines organisations, le héros, voilà, la personne qui est là depuis le début, qui est le seul à maîtriser le legacy, etc., c'est le seul qui peut dire merde au patron. Toutes les autres personnes, elles se taisent, elles laissent couler. Et cette personne-là, elle a le droit de dire ce qu'elle veut au patron, parce qu'elle est intouchable, cette personne. Ça, c'est énormément de pouvoir et on peut comprendre qu'on veuille l'avoir. Donc, c'est pas tout blanc ou tout noir, évidemment, quand je dis ça, là, j'ai fait un peu une opposition. Très souvent, c'est très flou. La part de je subis et la part de ça me va bien. Alors maintenant, on va plutôt se dire comment on pourrait ne pas avoir ces héros? Qu'est-ce qui caractériserait justement un monde sans héros? Alors, dans un monde sans héros, qu'est-ce qu'on verrait? Déjà, il y aurait cette idée-là que tout ce qui est processus, manière de travailler, il serait ce qu'on appelle, donc on va retrouver ça dans le langage du Lean, on aurait des poka-yoke. C'est-à-dire, un poka-yoke, c'est un détrompeur. C'est-à-dire que quand on assemble deux pièces, on est obligé de les mettre de la bonne manière. Dit autrement, les processus sont auto-documentés. On est obligé de bien utiliser les processus. On ne peut pas mal les utiliser. Et donc, forcément, ça nous emmène à. On n'a pas une dépendance par rapport à un héros qui sait tout sur tout. Non, non, il y a un processus, je le prends, je l'applique. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide à appliquer le processus. Il faut qu'on mentionne évidemment la dimension de la formation continue à plusieurs aspects, hein, que ce soit dès l'entrée dans l'entreprise ou dans l'équipe, dans l'organisation, ou plus largement, effectivement, dans la durée, comment on travaille ensemble, comment on monte en compétences ensemble et surtout en continu sans jamais s'arrêter. Ça nous amène aussi sur tous les sujets évidemment de veille, veille technique et veille sous toutes ses formes. Avec évidemment cette idée-là que on n'a pas juste un héros qui sait tout sur tout. Un autre sujet, ça va être le fait que dans ce monde sans héros, chacun prendrait ses responsabilités. Qui peut être vu dans les deux sens, hein. C'est que, et d'un côté, en tant qu'individu, je fais bien mon travail, j'ai des responsabilités, je les assume, je vais au bout, mais aussi, j'exige des autres qu'eux aussi prennent leurs responsabilités. Je suis aussi le garant que les autres prennent leurs responsabilités. Et ce n'est pas acceptable, entre guillemets, de passer après quelqu'un et devoir corriger ce qui reste s'il a juste pas fait son travail. Enfin voilà, on est mutuellement responsables les uns envers les autres. Un élément important, évidemment, ça va être l'amélioration continue et l'amélioration continue à tous les niveaux. Je précise à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce n'est pas juste on améliore nos process, mais c'est on améliore même globalement notre manière de travailler, on améliore même la manière dont on définit l'amélioration du process. On améliore tout, tout dans l'entreprise, dans l'organisation, à tous les niveaux. Et un dernier point, qui n'est pas des moindres, on aurait une culture managériale qui serait saine.
Parce qu'effectivement, je l'ai un peu évoqué quand j'ai dit entre le héros pompier et le héros qui subit, voire qui entretient ça, qui provoque un peu la situation dans laquelle il est. Très souvent, quand on a ce type de profil, eh ben, c'est parce qu'il y a aussi des dimensions de jeu politique, de culture managériale qui n'est pas complètement saine. Donc c'est ça aussi qu'on va retrouver, qui fait qu'on va pouvoir se passer de héros ou se débarrasser. Débarrasser n'étant pas forcément les mettre à la porte, mais faire que on peut avoir d'autres moyens que de passer par ce héros. Ça va toujours passer par cette culture managériale saine. Et quand je vous ai mis tout ça, moi, je vais le reformuler à un élément qui me semble, qui rattache le tout ensemble. Ça va être cette notion d'avoir une culture de l'excellence. Alors, évidemment, je ne sors pas de nulle part, vous l'avez vu dans le sous-titre, donc vous y attendiez peut-être. Voilà, tous ces éléments-là vont nous amener à être une culture de l'excellence. Mais je reviendrai dessus plus tard. Pour l'instant, je vais reprendre les 5 points que je vous ai listés et je vais essayer de vous les détailler avec des exemples qui illustreraient ça. Donc, le premier exemple, hein, donc sur le thème d'avoir des processus à base de Poke-Yoke, ça peut prendre plein de formes différentes. Un premier exemple très parlant, hein, dans le domaine du logiciel, ça va être tout ce qui va être test automatique, tout simplement. Et on aurait par exemple un nouveau, quelqu'un qui débarque dans l'équipe, qui ne connaît rien. Comment il fait pour y toucher? Eh bien, si vous avez déjà une très bonne base de tests automatiques, potentiellement, il va juste se dire, bah écoute, j'essaye, voilà. Il se passe quoi si je change cette valeur? Oh bah ça marche pas. Il y a en place tous les éléments qui lui permettent de ne pas avoir peur de toucher les choses, de se lancer, d'y aller, de modifier. Et c'est extrêmement libérateur en fait. On ne se retrouve pas face à un morceau de code et de se dire oh là là, je ne le connais pas, le risque que je casse tout est trop grand. Non, c'est écoute, il est documenté, ça va me dire directement si j'ai touché à la mauvaise chose, j'y vais. Et ça marche évidemment avec les tests automatiques. On peut aussi l'appliquer sur tout ce qui va être script de build. Et plus largement, je vais vous donner un autre exemple. Bah pareil, hein, le petit nouveau qui arrive, qui ne connaît pas grand-chose, en tout cas au domaine et aux manières de travailler de l'équipe, eh ben, il se passe, voilà, aujourd'hui, le build a échoué. Il reçoit le mail parce qu'il est dans l'alias, tout le monde reçoit le mail, ou peu importe, c'était peut-être par un autre moyen. Et là, dans le message, c'est directement écrit, on a la liste de causes possibles qui est indiquée. Bon, bah très bien, allons-y, regardons. On a un système qui est auto-documenté. Il vous dit, bah, regarde, quand il y a cette erreur, il faut faire quelque chose, mais quoi? Bah, il faut investiguer, voilà les raisons probables. Et tu peux aller ici. Ça, si c'est ce type de problème-là, regarde par là, etc. Donc, on arrive sur la notion de documentation en ligne, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, cette documentation, et surtout, elle est insérée directement au moment où elles sont utiles. On revient sur la notion de Poke-Yoke. Comment est-ce qu'on peut mal utiliser le processus ou l'outil? Il nous dit directement ce qu'il faut faire. Sur le thème de la formation continue, alors on va commencer par le cas où on a un nouveau qui rejoindrait l'équipe ou l'organisation. Et là, tout simplement, on va avoir peut-être le tech lead de l'équipe, ou en tout cas quelqu'un d'un peu plus senior dans l'équipe qui connaît déjà le domaine et la manière de fonctionner, qui va lui dire tout simplement, écoute, comme tu es nouveau, viens, on va travailler ensemble en binôme là pendant tes 2 premières semaines. Moi, j'ai envie de dire, je vais suivre mon programme habituel, ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. Et puis, viens, tout ce que je fais habituellement, on va le faire ensemble. Ce qui est déjà en fait un super accueil pour la nouvelle personne. Elle est immergée dedans sans être perdue. Et en fait, probablement qu'au bout de 2 semaines, elle sera opérationnelle ou quasiment opérationnelle, alors que la senior qui l'a accompagnée aura très peu perdu de temps. C'est probablement une meilleure approche que juste se dire là, on n'a pas le temps, on est sur notre projet critique, vas-y, lis des docs dans un coin, débrouille-toi, gère les bugs là qu'on n'a pas le temps de traiter, etc. Il va galérer, il ne va pas y arriver. Non, non, là, on le met au cœur. Et donc, si vous imaginez que vous arrivez à faire ça et que la personne qui aide à binômer, c'est l'ancien héros dont on essaie de se séparer de cette posture de héros, il ne va pas rester héros longtemps, hein. Très vite, il y aura beaucoup de personnes qui sauront porter ces sujets que jusque-là, il était le seul à porter.
On va regarder un autre exemple qui porte plus sur la veille qu'on devrait faire en continu. Alors je vais mentionner, Safe, hein, qui est le framework de passage à l'échelle, le plus utilisé en France. Et donc, dans ce cadre-là, on a donc c'est une structure, en fonctionnement par gros blocs de 10 semaines qu'on a ensuite découpé en 5 sprints de 2 semaines. Et normalement, le dernier sprint, le cinquième, il a un rôle et une signification très particulière, c'est le sprint IP, qui s'appelle Innovation and Planning, qui doit servir à faire d'autres choses justement. Et donc, cette personne-là, on a une personne qui fonctionne dans ce type d'environnement et qui nous explique, chez nous, le RTE, c'est un peu le garant du cadre dans son ensemble, c'est un peu le super coach de l'ensemble du système. Notre RTE, à chaque sprint IP, il organise un hackathon. Voilà. Et là, c'est directement structuré. Toutes les 10 semaines, on se retrouve et ça fait partie des choses qu'on fait. On fait cette veille, elle est organisée, elle est structurée et collectivement. C'est extrêmement puissant de réussir à faire ça. Si on va sur le thème de chacun prend ses responsabilités, d'un côté, ça va être avoir le sens de ce qu'on fait. Et quelque part, le professionnalisme. J'aime bien parler quand on parle de l'artisanat logiciel, du software craftsmanship, il faut bien le prononcer. Il y a cette idée-là, on a toujours en tête qu'on travaille pour des vraies personnes. Et là, c'est ce que se dirait une équipe. Peut-être qu'on est face à un problème qui ne marche pas. Voilà, un utilisateur est bloqué. Il ne peut pas faire quelque chose de clé dans son activité. Il est coincé. Et là, l'équipe se dirait, les gars et les filles, l'équipe, il y a des vraies personnes qui dépendent de nous. On ne peut pas continuer juste comme ça. Il faut qu'on interrompe ce qu'on est en train de faire. Là, il se passe quelque chose de grave. On sort un produit, on a un impact sur le monde. Des gens utilisent notre produit. Ces personnes-là sont bloquées. Ces personnes dépendent de nous. On leur doit quelque chose à ces personnes. Il faut qu'on réagisse. Ça, c'est très puissant. Et c'est ça aussi, prendre ses responsabilités. C'est aussi être conscient des personnes qui utilisent notre produit. On leur doit quelque chose. Une autre manière donc de prendre cette approche sur chacun prend ses responsabilités, comme je le disais, c'est aussi chacun qui tient les autres responsables de leurs responsabilités. On pourrait être justement, par exemple, être dans une équipe où la dynamique n'est pas encore idéale, où il y a une personne, peu importe la raison, peut-être qu'elle vient de rejoindre l'équipe, peut-être qu'elle est dans une phase difficile, hein, on peut tout imaginer. Toujours est-il que, du coup, là, en ce moment du moins, c'est pas un bon camarade d'équipe, on va dire. Ça ne se passe pas comme ça de vrai, il n'y a pas la rigueur qu'il faudrait, et cetera. Eh bien, spontanément, l'équipe va le lui dire et va lui faire réaliser, ton comportement n'est pas acceptable. Nous, en tant qu'équipe, on a une dynamique, on a quelque chose à faire fonctionner et tu nous dois aussi des choses. Tu dois aussi des choses à ton équipe. Donc, échangeons-en, parlons-en, mais là, ton attitude actuelle, c'est pas possible. Et nous, en tant qu'équipe, c'est notre responsabilité de te le dire et de le reprocher, c'est un bien grand mot, mais c'est la première étape, de bien te le pointer du doigt et de te remettre face à tes responsabilités. Et après, on voit comment on avance ensemble, évidemment. Sur le thème de l'amélioration continue à tous les niveaux, je vais vous redonner un exemple de Safe, hein. Donc, normalement, dans Safe, toujours dans ce gros bloc de 10 semaines, à la fin de ces 10 semaines, il y a une sorte de grosse réunion de rétrospective où on se pose vraiment les questions au niveau global, hein, sur l'ensemble du système. Et là, quelqu'un qui serait dans ce type d'environnement, peut-être, nous relaterait, lors de la dernière rétrospective donc de PI, hein, donc ce bloc de 10 semaines, en fait, on a sérieusement envisagé d'arrêter Safe. Voilà, on était content, Safe, ça nous a structuré, ça nous a permis d'avancer, et cetera. On a fait cette réunion qui nous permet de remettre en question pas mal de choses et de toujours s'améliorer. Maintenant, ça marche pas mal et en fait, grâce à cette réunion, maintenant, on commence à se dire, est-ce que finalement, on ne commence pas à être contraint par ce cadre de travail? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement transcender ce cadre de travail et aller plus loin? Donc, encore une fois, il y a vraiment l'amélioration continue, même à un niveau
qu'on pourrait dire méta, au niveau plus large. La manière même dont on fonctionne doit elle aussi être challengée et remise en question en permanence. Et sur la culture managériale saine, je vais vous donner un exemple tristement concret. On aurait, alors je dis que c'est concret et en même temps je vais pousser le cliché jusqu'au bout. Voilà, on aurait le manager d'une équipe et dans cette équipe, il y aurait peut-être voilà, le plus ancien développeur très aguerri qui sait tout sur tout, mais qu'on ne voit pas trop forcément faire autre chose que la tech, et qui va voir son manager, c'est peut-être leur point annuel, hein, et qui lui dit bah, moi, j'aimerais passer côté produit. Et le manager lui répond il lui viens, définissons un plan d'action pour que tu réussisses à passer côté produit. Il lui dit pas non, mais ça va pas le faire, parce que lui, ça l'embête hein, de perdre son meilleur élément, peut-être. Il va pas essayer de le pipoter en lui disant oui, bien sûr, mais là, cette année, c'est pas le bon moment, on en reparle l'année prochaine. Non, en fait, il n'y a qu'une seule issue possible. C'est ce que tu veux faire. Peut-être que le chemin va être difficile, parce que, bon, on va dire, ne serait-ce qu'un truc tout bête, mais tu ne corresponds pas vraiment au code de l'équipe produit en termes de caractère. Mais c'est pas grave, viens, on va regarder comment on peut travailler pour que ça arrive. Et on va faire en sorte que ça arrive. Il n'y a pas d'autre issue. C'est quoi les autres issues? D'accord, peut-être qu'on peut le laisser traîner pendant 1 an, 2 ans à lui faire croire que ça arrivera alors que ça n'arrivera pas. Tôt ou tard, il finira, soit il partira de lui-même, il changera complètement d'organisation, ou alors, pire, il va rester en étant complètement démotivé. Il sera peut-être même le vecteur de démotivation de toute l'équipe. On n'a pas le choix, en fait, face à ça. On est obligé de passer par la dimension humaine qui est au cœur et par laquelle on commence. On ne rentre pas dans le jeu politique. Comment est-ce que vont les personnes? Est-ce qu'elles sont bien dans leur peau? Est-ce qu'elles peuvent faire du bon travail? Alors maintenant, donc, je vous ai parlé de culture de l'excellence. Alors, il y a 2 aspects, il y a culture et excellence. On va commencer par l'excellence. Qu'est-ce que j'entendais par là? Vous allez voir, ça va refaire le pont avec les exemples que j'ai pu donner. Déjà, bah, simplement, et là, on a souvent cette compréhension assez naturelle, hein, l'excellence. L'excellence, c'est la qualité. La qualité, et en fait, moi, une manière dont j'aime bien l'amener, quand on parle de la qualité, généralement une organisation, une équipe, une entreprise qui a vraiment compris ce que c'est la qualité, eh bien, elle a compris qu'en fait, faire vite, réussir à travailler vite, à construire vite quelque chose, eh ben, la seule manière, c'est de faire bien. Quand on a compris ça, quand on a compris que le seul moyen d'aller vite, c'est de faire bien les choses, alors on est très bien parti sur le chemin de la qualité. Fondamentalement, c'est ça. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option où on peut bidouiller un truc moche et aller plus vite. Non, on va le payer. Deuxième aspect, c'est qu'on a toujours l'utilisateur en tête. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un des aspects qu'on va retrouver vraiment dans l'artisanat logiciel, hein. On fait des trucs nickel, mais pour que ça serve à quelqu'un, et on a toujours cet utilisateur en tête pour qui on fait le travail, quel est le service rendu, donc à qui ça va servir, quels sont ses besoins, etc. Et encore une fois, bah, la remise en question. On a une remise en question perpétuelle, hein, c'est l'aspect amélioration continue. Et on a aussi cette conviction que c'est bien cette remise en question perpétuelle qui va nous amener à être efficaces, qui va amener à construire des processus efficaces et qui s'améliorent en permanence et qui s'adaptent aussi au contexte changeant. C'est ça aussi l'excellence. L'autre point, donc, c'était sur la culture. Qu'est-ce que j'entends par culture? En quoi ça va nuancer cette notion d'excellence? Déjà, par culture, il y a cette idée que c'est quelque chose qui est pérenne, c'est quelque chose qui se transmet, voilà, qui va rester, et encore une fois, qui se transmet. C'est-à-dire que quand on va avoir un nouveau dans l'équipe, il n'a peut-être pas encore cet état d'esprit, cette exigence de l'excellence. Mais c'est pas grave, on va le lui insuffler, on va l'embarquer dans notre manière de travailler, on va lui insuffler ça, et à son tour, lorsque peut-être quelqu'un d'autre s'en ira et qu'un nouveau arrivera pour le remplacer, eh bien, à son tour, il va transmettre ces notions d'excellence. Il va transmettre à son tour cette culture de l'excellence et elle va rester vivante comme ça.
au fur et à mesure des personnes qui changent. Quand on parle de culture, on parle aussi de valeurs et d'état d'esprit. C'est-à-dire que, encore une fois, l'excellence, c'est pas tant un ensemble de pratiques, de manières de faire, mais vraiment, encore une fois, les choses qu'on veut vraiment atteindre, c'est en permanence, on s'améliore, on a toujours l'utilisateur en tête. Il faut bien faire le travail parce que sinon, ça nous ralentit. Voilà, et c'est quelque chose de plus holistique. Et dernièrement, c'est quelque chose qui est partagé. On est tous alignés là-dessus et c'est quelque chose aussi qui nous rassemble. C'est une raison d'être pour laquelle on est ensemble, pour laquelle on travaille ensemble sur ces choses-là et de cette manière. Et quand je vous ai mis tout ça, en fait, moi, je vais faire quelques rapprochements, hein. On peut parler du lean, on peut parler du agile, du agile, on peut parler, j'ai mentionné l'artisanat logiciel, le software craftsmanship, et on pourrait en rajouter d'autres. On pourrait rajouter le DevOps, on pourrait rajouter le product management au sens moderne du terme. Toutes ces notions-là, qui sont pour moi, en fait, toujours la même approche. On va dire, c'est des points de vue un peu différents, mais toujours pour résoudre le même type de problème. On va toujours retrouver ces éléments-là. La qualité, l'utilisateur en tête, se remettre en question, on va toujours retrouver ça. Donc, voilà, on parle bien d'agilité à Frugagile, il n'y a pas de souci. Et dans tous les cas, on est tous alignés sur ces choses-là. Je ne le sors pas de nulle part, on les retrouve partout, ces notions-là. Alors maintenant, vous allez peut-être me demander tout simplement, OK, donc comment on fait? Comment on fait tout simplement pour y arriver? Hop, je crois que je me suis trompé dans mes touches. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, l'excellence technique, poser le cadre, le mentorat, le compagnonnage, la conduite du changement, et cetera, et cetera. Je ne vais pas m'étaler sur tous ces outils-là. En plus, je ne suis probablement pas la meilleure personne pour vous parler de tout ça. Je vais juste vous donner un conseil, un et unique conseil, voilà, à emporter, que j'espère puissant, qui va être tout simplement, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que là, on parle de l'excellence et en fait, cette excellence, on l'a en nous. Voilà, vous savez, c'est un peu l'analogie des cartoons, hein, on a le petit démon sur une épaule et puis le petit ange sur l'autre. Et voilà, écoutez votre ange et faites taire votre démon, quelque part. On sait tous ce que c'est l'excellence. On a tous une intuition de ce que c'est. On arrive à palper cette notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça veut dire quoi bien faire son travail? Quand on s'écoute, quand on se pose vraiment la question, quand on lève le nez du guidon, qu'on ne se contente pas juste d'être dans un tunnel à faut qu'on avance, faut faire ci, faut faire ça. Quand on se pose vraiment la question, est-ce que là, j'ai bien fait le travail? Est-ce que là, je suis bien allé jusqu'au bout? Est-ce que j'ai bien pris en compte les besoins utilisateurs? Est-ce qu'on s'améliore? On a la réponse. Donc, prenez du recul, écoutez-vous, l'excellence, on a ça en nous. Une autre manière de le dire, hein, c'est le plaisir du travail bien fait. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a en nous. Un autre point, c'est tenez rigueur aux autres. Encore une fois, eux aussi, ils ont ça en eux. Donc, aidez-les à s'écouter, aidez-les à prendre conscience de ça, de ce qu'eux aussi, ils ont l'excellence en eux. Et finalement, voilà, tenez leur rigueur. C'est ouais, mais tu as fait ça, tu es sûr que tu aurais dû le faire? Est-ce que tu es droit dans tes bottes quelque part? On devrait être droit dans ses bottes. Et là, tu as fait un truc qu'on on n'aurait pas dû faire, tu n'aurais pas dû accepter de le faire. Et ça marche à plusieurs niveaux, hein. Même si vous êtes, entre guillemets, tout en bas de l'échelle de l'organisation, déjà, votre manager, il faut aussi tenir rigueur à son manager. Mais tu es sûr là? Là, ce que tu nous demandes, quand même, hein? Et ce qui nous amène peut-être au dernier point, c'est que vous ne changerez pas les autres. Par contre, vous pourrez changer votre propre attitude qui, en cascade, pourra provoquer des changements chez les autres personnes. Déjà parce qu'il y a un effet miroir, mais c'est aussi parce que vous pouvez être inflexible, vous pouvez refuser certaines choses, vous pouvez insuffler des manières de faire, vous pouvez planter des graines aussi, insuffler des messages. Donc voilà, c'est soyez exemplaires, ne laissez rien passer, parfois même jouez au con hein, avec les règles et les process, mais changez votre propre attitude pour changer les comportements des autres. Sachant que derrière, on ne va pas se leurrer, prenez votre temps, ça peut être long,
Donc, armez-vous de patience, mais surtout, restez droit dans vos bottes. Écoutez-vous, vous avez ça en vous et exigez des autres qu'ils en fassent tout autant. Voilà, donc si je reviens sur les éléments importants à retenir, hein, donc effectivement, culture de l'excellence, hein. L'excellence, c'est la qualité, dans le sens que la seule manière d'aller vite, c'est de faire bien les choses. On a toujours l'utilisateur en tête, c'est pour lui qu'on le fait, c'est le sens de ce qu'on fait aussi, tout simplement. On remet en question perpétuellement et tout ce qu'on fait, à tous les niveaux, et c'est de là que viendra l'efficacité. Et ça doit vraiment être une culture, quelque chose qui se transmet au niveau des valeurs et qui doit être partagé avec tout le monde et qui doit nous rassembler. Et ce qui nous amènera donc à construire ce monde sans héros, avec effectivement où les processus, on ne pourrait pas se tromper quand on les utilise, voilà, avec des poké-yoké, avec des documentations en ligne au bon endroit, avec des choses qui vous hurlent dessus quand quand vous vous trompez, etc. La formation continue, aussi bien à l'accueil que dans la durée, avec de la veille qui est vraiment important de ménager. Chacun prend ses responsabilités et chacun tient les autres responsables de leurs propres responsabilités. L'amélioration continue à tous les niveaux et puis une culture managériale saine qui est vraiment cruciale pour y arriver. Voilà. Et donc nous arrivons au bout. On va pouvoir passer aux questions. Je mentionnerai peut-être juste une chose avant qu'on me pique la parole. Voilà, c'est juste pour dire si ce que je vous ai dit vraiment, ça vous interpelle et que notamment vous êtes un agent du changement, par exemple un Scrum Master, un coach agile ou autre, eh bien, sachez que nous avons une formation actuellement en vente, c'est jusqu'à ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur scrumlife.tv ou à m'écrire directement, j'essaierai d'être disponible jusqu'à la deadline pour vous répondre. Peut-être que ça peut vous aider, justement, si vous êtes dans ces situations-là, peut-être un peu... c'est un fardeau lourd à porter, on va dire. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un me rejoint sur scène ou si je prends les questions moi-même directement. Merci Jean-Pierre. Écoute, je te propose de prendre les questions directement et on a une quinzaine de minutes devant nous. Pour l'instant, il y a 2 questions posées, mais pour l'instant. Ben, Et écoute, et les participants peuvent voter sur les questions, donc je te suggère de regarder les questions qui sont tout en haut, qui sont du coup celles qui auront ouais, le plus de valeur pour notre auditoire. ça marche. Donc, donc la première question de Guillaume. Alors, donc, il nous dit la dimension systémique de tout ceci ne doit pas t'échapper. Plus je sauve, moins je rends autonome. Plus j'agis, plus je rends passif. Oui, oui, oui. Enfin, évidemment que c'est beaucoup plus. C'est facile à dire, entre guillemets, pour moi en tant qu'orateur de dire ça. Et une fois qu'on est dedans, comment dire, il y a des dynamiques très, très, très complexes qui se passent. Avec aussi même parfois des dimensions un peu de harcèlement, des dimensions psychologiques très profondes dans l'organisation. Donc oui, évidemment que c'est pas si simple et c'est pour ça que j'en viens à vous dire, écoutez-vous, écoutez-vous, vous avez ça en vous euh, et, euh, et il faut aussi poser des limites. C'est-à-dire que il faut, comment dire, vous ne devriez jamais vous cramer pour une entreprise. Voilà, ça déjà, c'est clair. Il n'y a jamais de bonne raison. Il y a peut-être la raison où, à la limite, vous êtes entrepreneur, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre bébé, c'est votre truc. Mais même là, vous ne pouvez pas vous permettre de l'imposer à vos collaborateurs. Mais en tout cas, vous êtes dans une entreprise. Non, il n'y a rien qui justifie de se cramer pour son entreprise. Et voilà, donc effectivement, il faut se rendre compte de où on en est et se poser les limites. Et donc, encore une fois, écoutez-vous et donc peut-être aussi rajouter, n'hésitez pas, faut aussi en parler autour de vous avec vos amis, vos ex-collègues ou peut-être aussi vos collègues actuels là où vous le vivez pour prendre du recul sur les situations. Voilà, du coup, je ne sais pas si j'aurais répondu à Guillaume. En même temps, il n'avait pas mis de questions. Et ensuite, donc nous avons plusieurs messages de Ludovic Roisin. Donc, faire vite, c'est faire bien. Pas toujours facile de faire comprendre que ce qui se faisait avant 2 mois, mais en creusant de la dette.
prendrait maintenant bien plus. En fait, c'est que très souvent, on ne fait pas l'effort de faire les vrais calculs. Alors bon, déjà, il y a des situations pas du tout saines où si on fait n'importe quoi, ou par exemple, entre guillemets, hein, dans un modèle assez classique, on va faire le run, enfin on va faire le build, mais on ne va pas faire le run. Voilà, il va y avoir une autre équipe qui fait la TMA. Quand on est dans ce cadre de situation, malheureusement, faire mal les choses fait que nous, on va aller plus vite et que ceux qui vont le payer, ce seront d'autres. Mais quand j'ai dit ça, on voit bien qu'on est quand même dans un cadre qui est déjà complètement pourri. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, déjà, ouais, on n'est pas professionnel à aucun moment. On est irrespectueux, évidemment, de nos collègues qui feront la TMA, et qu'ils soient dans notre entreprise ou pas, mais aussi même du client lui-même. Et, par ailleurs, si on creuse vraiment, notamment les adeptes du TDD vous le diront, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un gros projet pour déjà avoir du gain à la qualité, en fait. La qualité, on a des gains qui sont très, très vite. Éventuellement, il y a un coût qui est apprendre à faire de la qualité. Mais faire de la qualité, les gains sont quand même très, très vite. Mais effectivement, si on est face à des personnes on va dire, qui sont vraiment bouchées, qu'il faut réussir à leur faire comprendre, il faut rentrer dans des chiffres. Et en fait, c'est la promesse de l'agilité, en tout cas, on va dire l'agilité classique pour faire de la solution à la demande, c'est qu'il n'y aura pas de phase de stabilisation. C'est qu'à chaque fin de sprint, si on veut s'arrêter là, on peut. Il n'y a pas X mois de dev et après X mois de stabilisation ou de construire la qualité. Et ça, normalement, on devrait pouvoir mesurer et de se dire, ben, tu vois, ça nous a coûté tant de faire le truc d'une certaine manière, ça nous a coûté tant ensuite de gérer après et voilà, et essayer de faire le rapport entre tout ça. Bon. Ensuite, donc l'autre question de Ludovic. Une difficulté en tant qu'éditeur de logiciels est de tenir les bonnes priorités entre maintenance, correction, stabilisation et apport du fonctionnel. Des astuces pour adresser ça. Et donc Antoine a répondu démarche centrée utilisateur et un petit peu plus. C'est-à-dire que ah non, Frugagile, c'est la mauvaise question que vous avez enlevée. Pardon, je reviens en arrière. Je l'ai rouvert dans Résolu sinon. C'est du coup, ça m'a déstabilisé moi. Il y a notamment des outils comme le coût du délai qui permettent, ou si vous faites même une approche beaucoup plus simple hein, de business value, vous devriez mettre en place une grille qui évalue tout en fait, qui évalue pas uniquement les nouvelles fonctionnalités, qui intègre pas uniquement les revenus supplémentaires, mais qui intégrerait aussi le risque ou les coûts de si on ne fait pas la maintenance, de si on ne corrige pas les bugs, si on ne fait pas la stabilisation, etc. Quand on parle en coût du délai, hein, le coût du délai, il n'est pas évident à mettre en place, mais conceptuellement, on le comprend bien. C'est combien d'argent, à côté de combien d'argent on passe si on ne fait pas quelque chose. Ça, c'est le coût du délai, c'est le coût de ne pas le faire. Donc, quand on pense comme ça, on voit bien que une fonctionnalité qui est censée nous rapporter 30 000 euros, si on ne la fait pas, on passe à côté de 30 000 euros. Un bug qui aujourd'hui nous fait perdre 6 000 euros par mois, et chaque mois on ne le fait pas, il nous fait perdre 6 000 euros par mois. Donc déjà, on peut comparer les deux, par exemple. Et pareil pour tout. Une optimisation, de la dette technique qu'on a laissé traîner, même si on n'aurait pas dû. On est lent. Peut-être que si on le corrige, demain, on sera plus rapide. Donc, ça devient un facteur multiplicateur de la valeur qu'on arrivera à créer. Donc, si on est face à quelqu'un d'un peu ouvert, déjà, rien que d'évoquer ces notions-là peuvent débloquer des choses. Sinon, on peut aller au bout du calcul pour vraiment se dire, tu vois, ça, c'est le meilleur calcul à faire, c'est de travailler là-dessus, etc. Voilà. Et ensuite, évidemment, le plus important, la grosse issue de sortie, c'est quand on arrive à travailler vraiment ensemble, en fait, et qu'on n'est pas juste à oui, tu m'as dit ça, il faut faire ça, et puis après, on se tire dans les pattes, etc. Mais non, on travaille vraiment ensemble. Et il y a un enjeu commun. En fait, nous, en tant que prestataire, notre enjeu, c'est que vous ayez un super produit. Et vous, ce que vous voulez, ce n'est pas tellement qu'on respecte le contrat, c'est que vous ayez aussi un super produit. Donc, comment on travaille ensemble pour que vous ayez un super produit? Et là, du coup, ça arrive naturellement sur la table les autres sujets. Et j'en profiterai pour dire en conclusion
C'est un des sujets qu'on a traité dernièrement sur Scrum Live, justement, comment traiter une relation client-fournisseur et que ce soit pas que ce soit pas n'importe quoi, que ça puisse être agile. Donc, je vous invite à aller regarder. Donc, je vais continuer avec cette fois la question de Marc. Donc, recrutement. On a parfois une déconnexion entre une fiche de poste lors d'un recrutement, par exemple développeur Java backend sur spécialisation ou sur polyvalence, voilà, lors d'un recrutement avec, oui, sur spécialisation ou sur polyvalence, et forte technicité. Ok, désolé, je m'approprie la question. Et la réalité des besoins du terrain, propriété collective, communication, soft skills, maîtrise minimale de l'ensemble du produit. Y a-t-il des astuces pour mieux communiquer les besoins en phase de recrutement? Alors, bon, déjà, la question est de quel côté vous êtes? Est-ce que vous êtes justement côté recrutement ou côté personne qui essaie de se faire recruter? Côté recrutement, déjà, il faut se rendre compte de ce que nous a écrit Marc. C'est que ce qui va nous faire un bon collaborateur, ou si on parle de manière très technique sur un développeur, un bon développeur, ça va être aussi son expertise technique brute, ça va être aussi sa maîtrise d'un framework donné, mais c'est presque à la marge. Un framework, ça s'apprend. Et d'ailleurs, tu as pas mal d'organisations qui utilisent des frameworks maison et ce n'est pas un problème. Ensuite, les compétences techniques un peu profondes, justement, comme avoir une approche centrée vers le test, faire du TDD, etc. Là, on sait que c'est déjà beaucoup plus compliqué à acquérir et que c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisable. Et par ailleurs, transposable, souvent, quel que soit le langage ou la stack ou le framework. Donc ça, déjà, c'est un autre niveau d'atout. Et après, l'aspect humain, effectivement, sur travailler à plusieurs, savoir parler, comprendre des exigences, aller parler avec les utilisateurs, etc., qui est un autre niveau. Et en fait, souvent, la meilleure manière de faire, ça va être de le faire pour de vrai, entre guillemets. Le genre d'exercice qui marche, en tout cas sur la partie technique, c'est de faire une session de pair programming. Vous faites une session de pair programming avec la personne. Déjà, vous voyez si elle est à l'aise avec l'exercice, comment elle se comporte. Même si elle n'en a jamais fait, est-ce qu'elle est juste en situation d'inconfort pendant 10 minutes et puis après, elle s'y est fait et c'est cool, elle y prend goût. Ou est-ce que non, c'est vraiment très, très laborieux pendant toute l'heure. Pareil, le TDD, si la personne n'a jamais fait de TDD et qu'en mode pair programming, on lui dit, bah, tiens, vas-y, on va faire du TDD, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Est-ce que la personne, elle recule, elle ne veut pas du début à la fin, même si elle n'en a jamais fait? Ou est-ce qu'elle se dit, OK, je vais voir, on essaye, et puis elle commence à déjà avoir des déclics alors que ça fait même pas une heure qu'elle en fait avec un inconnu? Ça nous dit déjà beaucoup sur sa capacité à collaborer avec une équipe. Et sur les aspects relation avec plus large, on va aussi les sentir au travers de ça. On peut faire des sortes comment dire, de faux pièges un peu, hein. C'est genre, on fait exprès de lui donner quelque chose qui est un peu flou et on amène à ce qu'ils nous disent, faudrait demander aux utilisateurs vraiment ce qu'ils ont besoin. Donc, on peut réussir à l'amener. Maintenant, si on parle juste d'un aspect fiche de poste, en fait, il faut faire le reflet de tout ce que je viens d'énoncer, hein. Les choses qu'on va mettre en place, enfin, les choses qu'on valorise, ils doivent être apparaître. Et puis, très souvent, en fait, une fiche de poste simplement honnête et transparente sur comment ça se passe fait déjà une belle différence, en fait. Et ça commence aussi par dire qu'est-ce qui ne va pas et dont on est conscient, et arrêter de se dire qu'on fait de l'agile et des feature teams parce que c'est forcément le truc à la mode et que ça doit être sur la fiche de poste, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop abordé ce qu'on peut faire en tant que personne qui se fait recruter, mais je crois qu'il faut apprendre à lire entre les lignes, et surtout pas hésiter à partir quand on est en période d'essai et qu'on voit que c'est n'importe quoi. Ce qui rejoint ce que j'ai dit plus tôt sur le fait qu'il faut jamais se cramer pour une entreprise. Et puis il nous reste 3 minutes. Du coup, je vais essayer de passer rapidement sur la dernière question d'Axel. Les propositions pour quitter l'ère des héros me paraissent longues à mettre en place. Est-ce qu'une façon simple d'en finir avec les héros n'est pas d'augmenter la mobilité des membres des équipes en les faisant changer d'équipe régulièrement? Ça dépend. En fait, si tu peux faire ça, c'est que tu n'as pas de problème, en fait. C'est que tu n'as pas de problème si tu peux faire ça. En fait, le problème ne sera pas tellement de faire changer les personnes d'équipe, mais plutôt que là où les personnes qui ont toute la connaissance acceptent de la partager. Donc même si chacun est fixé sur son équipe, mais que dans chaque équipe,
le héros local partage et diffuse avec toute son équipe, déjà, tu n'as plus de problème et tu n'es déjà plus dans l'ère des héros. Donc après, effectivement, peut-être que c'est bien qu'il y ait encore plus de diversité de manière transverse entre les équipes, de faire tourner, et cetera. Mais si tu peux mettre ça en place et que ça sert à quelque chose, hein, c'est-à-dire qu'effectivement que les héros ils transmettent, à la limite, c'est pas grave, ils le transmettront déjà avec leurs proches, avec leurs équipes, comme je disais aussi en l'insufflant directement dans les outils, dans les formations, et cetera. Donc voilà. Mais c'est tout ce que je te souhaite, d'être dans une organisation comme ça, où c'est pas pourri au point où tout le monde est inflexible, personne ne veut bouger. Et voilà, et au final, pour les héros, il faut aussi se dire que c'est les personnes qui sont dans une posture de héros, on a toujours un comportement logique qui est cohérent avec son environnement. Donc, il faut aussi jouer sur l'environnement, puis il faut aussi comprendre ces personnes, pourquoi elles sont dans cette situation, qu'est-ce qu'elles valorisent en fait, qu'est-ce qui, elles, leur font plaisir, et comment on peut les amener dans le monde d'après, le monde où on veut les emmener, le monde un peu différent, où par exemple la connaissance est partagée, et ce que eux ils ont à gagner dans cet environnement-là. Parce qu'ils sont dans une situation où ils peuvent dire non et juste garder tout pour eux. Qu'est-ce que eux ils ont à gagner? Voilà. Du coup,